Donc, bonjour à tous, donc on va débuter la présentation. Je vais juste mettre un petit message au cas où certains ne nous entendent pas. Voilà. Je vous demanderai à tous de bien vérifier que vous avez bien fermé le micro pour pas qu'on ait de perturbations au niveau du son. Donc on va débuter cette présentation. Donc l'objectif est de vous montrer toutes les démarches pour vérifier que l'on est bien face à un système d'information qui est sain, avec toutes les approches que Certillance peut éventuellement vous proposer là-dessus. Donc, comme vous le savez tous, les entreprises sont de plus en plus confrontées à des incidents de sécurité. Donc, si on prend les derniers chiffres qui sont disponibles publiquement sur Internet, on va constater que 55% des entreprises ont déjà été confrontées à un incident de sécurité. Donc, incident de sécurité, ça peut être différents types de menaces, des crypto-lockers, des attaques ciblées, des effacements de sites web. Ce qui est important de noter, c'est que par rapport à 2015, ce chiffre est en hausse. Donc, certains ont déjà assisté à notre dernier webinaire sur la GDPR, donc ce règlement européen qui entre en vigueur en mai 2018. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est de détailler un des points de la GDPR, plus précisément l'article 32, qui définit que effectivement il est important d'analyser et d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement des données qui est fait dans les entreprises ou les établissements publics. Et donc cette évaluation peut être menée ou justifiée à travers un test intrusif ou au moins une évaluation du niveau de sécurité de l'entreprise. Donc pour mesurer ce niveau de sécurité, on va avoir plusieurs approches possibles et en fonction des approches, on pourra avoir une vision partielle ou complète de ce niveau de sécurité. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, on peut effectivement évaluer le niveau de sécurité d'une organisation, mais cette évaluation va être fortement liée à l'activité de l'entreprise et aux risques qui sont identifiés. Donc là, on a fait un petit tableau de synthèse où on reprend l'activité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise fait du commerce en ligne? Est-ce qu'elle fait de l'hébergement? Ou est-ce qu'on est plutôt face à un industriel ou à une société qui réalise du développement d'applications ou du développement produit. Et en fait, en face, généralement, on ne va pas avoir les mêmes risques, puisque, par exemple, si on prend une entreprise qui fait du commerce en ligne, la base de produits qu'elle vend, ça peut être une information qui est publique, ça peut être effectivement de la revente. Donc, ce qui est dangereux pour elle, c'est pas forcément ça. Ce qui va être dangereux pour elle, c'est plutôt un incident au niveau du paiement ou de la récupération de base client. Alors que si on est sur une industrie ou une société de développement, ce qui est risqué pour elle, c'est tout ce qui va être fuite de données, fuite concernant la propriété intellectuelle, donc c'est des secrets de fabrication, des plans industriels, ou pour une boîte qui fait du développement, ça peut être une fuite sur la partie code source. Le risque, ça peut être aussi une altération des données, donc une perte d'intégrité des données. Donc, par exemple, on pourrait imaginer un plan qui a été modifié, c'est un risque qui peut être important dans le cadre d'un industriel. Et donc en fait, ce qu'on remarque, c'est quand on va vouloir mesurer le niveau de sécurité, du coup, on ne va pas faire un focus sur le même périmètre. Dans le cadre où on est sur une partie commerce en ligne et hébergement, la donnée sensible, elle est au niveau de la plateforme d'hébergement de la solution, alors que sur le schéma d'un industriel ou d'une société de développement, la donnée sensible, généralement, elle va être au siège. D'accord ? Et donc au niveau des tests qui vont se dérouler, on n'est pas sur le même cadre. Donc là maintenant, je vais parler des trois approches qui permettent de mesurer et de vérifier si un système d'information est bien sain. D'accord. Donc on retrouve ce qu'on appelle le test d'intrusion. Donc je redétaillerai ça tout à l'heure, mais l'idée c'est effectivement de se comporter comme un pirate et d'essayer de rentrer. On verra qu'est-ce qu'on peut avoir comme information
au moment de l'audit et quelles peuvent être les préconisations. On a ce qu'on appelle la partie scan automatisé, d'accord, où là on va vraiment s'appuyer sur des robots qui vont mesurer de manière automatique le niveau de sécurité, et une offre de certillance, une nouveauté 2017, le simulateur d'attaque, qui est plutôt une approche pour inciter les entreprises à évaluer leur niveau de sécurité, et on verra du coup effectivement les limitations sur ces trois approches en fonction du scénario choisi. On va déjà commencer par un focus sur la partie test intrusif. Donc le test d'intrusion. Donc généralement, comme je vous l'expliquais, on va déjà définir quels sont les risques pour une entreprise. Est-ce que c'est de récupérer la base client? Est-ce que c'est d'altérer le système de paiement? Et on va du coup par rapport à ce risque définir le périmètre. Est-ce que le périmètre c'est l'ensemble du système d'information du client, en incluant la partie vérification sur site, qu'on ne peut pas rentrer sur le système d'information en se connectant sur une simple prise, ou est-ce qu'on limite le périmètre uniquement au site vitrine ou au site de e-commerce? Donc le test d'intrusion va vous donner une photo de votre niveau de sécurité à un instant T. Et si dans une semaine ou dans quelques mois, une nouvelle vulnérabilité sort sur un système d'exploitation, sur une application que vous utilisez, eh ben, il faudra dérouler de nouveau un test intrusif pour revérifier et remesurer ce niveau de sécurité. Donc généralement, l'objectif du test d'intrusion, c'est de renforcer le niveau de sécurité dans l'entreprise, puisque suite à cet audit, on va avoir des recommandations pour élever le niveau de sécurité dans une entreprise. Donc l'audit de sécurité, le test d'intrusion est déroulé par un auditeur, d'accord, et le test, cet audit va être déroulé en fonction de l'expérience de l'auditeur, des certifications qu'il a pu obtenir, mais également des outils à disposition dans l'entreprise. Donc typiquement des abonnements à des bulletins de veille sécurité, des abonnements à des bases de vulnérabilité qui ne sont pas encore complètement publiées, des outils à disposition pour casser de manière plus rapide des mots de passe. Si on est sur des audits de type vérifier le niveau de sécurité d'une solution Wi-Fi, la prestation va dépendre du niveau d'équipement que l'auditeur va avoir. Et le point important sur cette partie test d'intrusion, c'est qu'en fait on va définir un temps pendant lequel on va évaluer le niveau de sécurité. D'accord. Donc bien évidemment, si on passe 6 mois ou 1 an à évaluer le niveau de sécurité, on trouvera beaucoup plus de vulnérabilité que si on y passe une journée. Donc ça, c'est un aspect à prendre en compte au moment où on va vouloir évaluer le niveau de sécurité d'un système d'information. Donc la méthodologie sur le test d'intrusion, généralement, c'est une méthodologie qui est en 5 phases. On a une première phase qui est de la recherche d'informations passives. Donc c'est quelles sont les informations que l'on peut récupérer publiquement sur Internet. On a une partie recherche d'informations actives, donc c'est là où l'auditeur va commencer à envoyer des données, des paquets sur votre système d'information. Après, on a la phase recherche de vulnérabilité, exploitation et la partie rapport qui est une phase très importante. Donc si on redétaille un petit peu la phase de recherche d'informations passive, c'est une phase qui est complètement transparente pour vous, c'est-à-dire qu'au moment où on déroule cette phase-là, on va envoyer aucun paquet en direction de vos équipements. C'est-à-dire que même si vous avez des équipements de sécurité, de détection d'intrusion, des sondes, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est complètement invisible. Donc c'est pas du tout agressif sur votre système d'information. Et l'idée, c'est vraiment de vérifier s'il y a de la fuite d'informations involontaires. D'accord ? Donc pour ça, on va utiliser différentes bases disponibles publiquement. Donc tout ce qui est référence des adresses IP, des noms de domaine qui peuvent vous appartenir, mais on va aussi se baser sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux à la fois professionnels et personnels. Donc sur les réseaux sociaux professionnels, on va retrouver potentiellement des informations sur des technologies que vous utilisez. Si on a identifié par exemple des administrateurs réseau système, on va voir quelles sont les briques qu'ils maîtrisent, est-ce qu'ils maîtrisent du checkpoint, du Fortinet, des technologies de pare-feu.
et pour identifier qu'est-ce que potentiellement dans votre entreprise ils ont pu déployer. On va aussi regarder sur des forums de discussion, sur des réseaux d'échange, d'entraide. Est-ce qu'on arrive à identifier des informations qui pourraient être internes mais qu'un administrateur a déposées sur ce genre de forum de discussion. On va aussi analyser toute la partie mail, alors mail qu'on a pu recevoir de vous à travers des newsletters ou à travers des échanges avec des personnes, vérifier ce qu'on appelle des en-têtes dans les mails, et dans ces en-têtes-là, on va retrouver des informations sur des noms de machines en interne, sur des adresses IP. Donc l'idée, c'est essayer de récupérer un maximum d'informations pour vous présenter après le périmètre de votre SI qu'on estime public. Donc potentiellement, on va des fois identifier des réseaux dont vous n'avez pas connaissance, des réseaux qui avaient été mis dans un coin et qui sont aujourd'hui plus vraiment maintenus, mais qui sont on arrive encore à retrouver des informations sur ces réseaux-là, et ces réseaux-là peuvent éventuellement être des portes d'entrée sur votre système d'information. Donc une fois qu'on a établi un petit peu toute cette cartographie lors de cette phase 1, on va savoir en fait quels sont les réseaux qui vous appartiennent et les réseaux qu'il faut attaquer, qu'il faut regarder. Donc là, cette phase 2, c'est le premier contact avec le système d'information. C'est là où les auditeurs vont commencer à envoyer des paquets, des informations sur votre réseau. Donc c'est là où éventuellement, si vous avez des équipements de détection, ils vont commencer à vous lever des alertes et ils vont commencer à réagir parce qu'on est en train de regarder quels sont les services qui sont ouverts, quels sont les systèmes d'exploitation, quelles sont les versions de logiciels que vous utilisez. Donc c'est là où potentiellement vous allez commencer à recevoir des paquets. Et donc l'objectif à la fin de cette phase, c'est d'essayer de commencer à imaginer comment peut être votre réseau. Est-ce que vous avez un firewall? Est-ce qu'il y a 2 firewalls? Est-ce qu'il y a des réseaux intermédiaires? Quelle est éventuellement l'adresse publique de votre pare-feu, l'adresse du routeur qui est devant votre pare-feu, derrière votre pare-feu? Quel est éventuellement votre parc de serveurs? Est-ce que c'est essentiellement des parcs sur Windows ou sur Linux, ou est-ce que vous faites de la virtualisation? Donc là, généralement, c'est des informations qu'on va réussir à récupérer juste en analysant les paquets de réponses qu'on a eus. En fait, chaque système répond différemment quand il est sollicité. Et en fait, cette réponse va nous permettre d'identifier quel est le système d'exploitation, combien de sauts on va avoir entre 2 équipements. Donc c'est là où on va commencer à dessiner un petit peu votre réseau. Ce qui va, pour un attaquant, ce qui va être une information quand même utile, parce que ça va lui permettre de déterminer est-ce que toutes les machines sont derrière le pare-feu, ou est-ce qu'il y a quelques machines qui ne sont pas derrière le pare-feu. Est-ce que il a identifié une vieille machine, un vieux système d'exploitation qui est aujourd'hui plus maintenu? Si jamais il arrive à trouver cette machine-là, c'est une machine qu'il essaiera d'attaquer, parce que potentiellement elle n'a plus de mise à jour, elle est beaucoup plus vulnérable que les autres. Donc à la fin de cette phase-là, généralement, quand on déroule un test d'intrusion, l'auditeur va effectivement discuter avec vous et valider le périmètre qui a été identifié, qui a été éventuellement testé, valider si c'est intéressant pour vous qu'on continue à le tester, parce que potentiellement ce périmètre-là contient des données sensibles, ou potentiellement ce périmètre-là vous l'avez identifié comme étant contenant des choses à risque. Donc est-ce que c'est intéressant d'aller creuser cette machine-là ou plutôt une autre machine? Donc là on arrive à la phase 3 où on va vraiment rechercher des vulnérabilités. Donc là c'est un contact qui est un peu plus agressif avec votre système d'information, puisque par exemple si on prend l'exemple d'un site web, c'est là où l'auditeur va commencer à chercher, réaliser des brute force, essayer de jouer des injections, des choses comme ça, pour essayer de rentrer ou d'identifier en tout cas des portes d'entrée sur votre système d'information. Donc une fois qu'on a identifié des portes d'entrée possibles, on va exploiter ces portes d'entrée pour essayer de récupérer les données qui ont été définies comme sensibles, ou si ce qui était à risque pour vous c'était la partie paiement, c'est là où on va commencer à essayer d'effectuer des paiements, de détourner des paiements, de détourner des montants de transactions. Donc c'est dans cette partie-là où on va exploiter les vulnérabilités. Donc là, ce qu'on voit depuis le début, depuis la phase 1 à la phase 4, c'est que en fait, l'auditeur est en permanence en train d'adapter sa technique d'attaque par rapport à ce qu'il a trouvé comme information
ou aux interprétations qu'il a faites des informations trouvées. Donc on voit que là derrière, il y a quand même une réflexion humaine qui sont liées par rapport à son expérience d'auditeur. Donc c'est bien ce que je disais dans les premières slides, par rapport à son expérience d'auditeur. Donc ce que je disais, c'était que ce qu'on a vu depuis le début, c'était qu'effectivement l'ensemble des auditeurs vont pardon, je vais reprendre. Tout ce cheminement est lié à l'expérience de l'auditeur. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est pas un robot qui peut décider finalement d'aller attaquer plutôt tel site parce que par rapport à d'autres audits qu'il a pu réaliser, il a identifié qu'il y avait plus de chances de trouver une vulnérabilité de ce type-là. Il y a une interprétation qui peut être effectivement que humaine parce que par exemple si on est en train de vérifier un portail d'application, et que normalement on a un simple utilisateur et que d'un coup on arrive à accéder à l'ensemble des utilisateurs de l'application, on voit bien qu'un robot ne peut pas voir qu'il a plus de privilèges que nécessaire. C'est uniquement un humain qui pourra interpréter le fait de voir l'ensemble des utilisateurs comme étant une vulnérabilité, alors qu'un robot, pour lui, ça peut être tout à fait normal qu'en étant simple utilisateur, on voit d'un coup s'afficher une liste d'utilisateurs. Donc on va vraiment retrouver des failles techniques et logiques, d'accord, alors qu'un scanner, on verra tout à l'heure, un scanner de vulnérabilité ne va pas forcément retrouver les failles logiques. Donc l'ensemble de ces démarches, de ces phases de 1 à 4 vont être consignées dans la partie rapport. On va en fait reprendre toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées et toutes les préconisations qui vont être émises par l'auditeur. Donc généralement, quand on va dérouler un test intrusif, on va fournir un document qui permet de suivre, qui est une sorte de feuille de route, qui va permettre de suivre l'application des recommandations pour suivre la correction des vulnérabilités et l'application des recommandations. Donc la partie scan automatisé, donc comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc l'idée c'est de la même manière, c'est effectivement d'identifier des vulnérabilités. L'avantage par rapport aux tests intrusifs qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une vision en temps réel des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement avoir de nouveau une photo de notre niveau de sécurité, puisque en gros c'est juste je redémarre de nouveau le scanner et je regarde les résultats. On n'a pas d'action humaine, de test pour ressortir la liste des vulnérabilités. En plus, généralement, sur cette partie scan automatisé, l'outil qui est utilisé va automatiquement proposer des recommandations qui sont généralement génériques, mais qui fournissent des informations détaillées sur quels sont les paramètres qui peuvent être activés. Donc après, c'est des paramètres qui ne sont peut-être pas adaptés du coup à votre contexte, mais en tout cas, il vous fournit des pistes de résolution avec, en fonction de la solution, même des temps de mise en œuvre de ces recommandations. C'est également un outil qui peut être utilisé pour contrôler le déploiement des mises à jour sur vos systèmes, d'accord. Donc en général, ces parties scan automatisées ont une phase on reviendra dessus tout à l'heure, mais ont une phase de scan comme pourrait le faire un attaquant, mais une autre partie qui est je me connecte sur le serveur pour vérifier quels sont les patchs installés. On peut aussi avoir une solution de vérification de conformité de la configuration des équipements. En fait, on va définir un standard de sécurité dans l'entreprise sur des routeurs, sur des pare-feux, sur des serveurs, et la solution va être capable de se connecter sur l'équipement et de vérifier que ces paramètres de sécurité sont bien activés. Des algorithmes de chiffrement, de la robustesse de mots de passe, des clés de registre, des choses comme ça. Donc sur cette partie-là, généralement, on va avoir plusieurs phases pour avoir une vision de notre niveau de sécurité. On a une première phase en fait où on va préparer l'outil. En fait, on va renseigner les adresses IP de nos serveurs, éventuellement les réseaux qui nous appartiennent. On va classer ces équipements. Est-ce que j'ai des équipements qui sont plus sensibles que d'autres? Est-ce que j'ai des équipements qui appartiennent à des entités différentes, à des administrateurs différents? Donc ça, c'est une phase qui va être importante
pour que sur la partie remédiation, les bonnes personnes soient notifiées et les bonnes personnes fassent le suivi au niveau de l'outil. Donc une fois qu'on a renseigné tout ce périmètre-là, donc là, on va avoir une partie scan qu'on détaillera tout à l'heure, et ensuite on va pouvoir avoir une évaluation du résultat du scan par rapport à une conformité souhaitée. Donc une conformité SOC, une conformité PCI DSS, une conformité par rapport à une réglementation qui serait dans votre domaine d'activité. Donc en général, ces solutions de scan automatisé arrivent avec des rapports prédéfinis pour respecter ces conformités. Et donc au niveau de ces rapports, on va avoir automatiquement des priorisations qui seront affectées pour des vulnérabilités critiques. Si on a défini qu'on avait un périmètre de serveur critique ultra sensible et que dessus il y a des vulnérabilités critiques qui sont ressorties, c'est des actions qui arriveront en priorité au niveau des recommandations. Et ensuite, au niveau de l'outil, on va avoir des solutions qui vont permettre de mesurer les écarts entre plusieurs tests qui ont été déroulés. Donc, par exemple, de remonter que les nouvelles vulnérabilités qui ont été découvertes par rapport à un ancien scan qui a été déroulé précédemment, par rapport à un référentiel qu'on aura établi. L'architecture type d'une solution de scan automatisé, en général, donc Certillon travaille avec plusieurs éditeurs. Là, en l'occurrence, on a fait un focus sur l'architecture Rapid7, mais aujourd'hui, c'est une solution, c'est une architecture qui est à peu près la même, quelle que soit la solution de scan utilisée. Donc, en général, on a une console de management. On verra tout à l'heure qu'elle peut être chez vous ou dans le cloud. Et ensuite, on a des équipements, ce qu'on appelle généralement des scan engines, donc des moteurs de scan. Et ces moteurs de scan peuvent être déportés et placés dans les zones où on veut réaliser nos scans. Donc en fait, par exemple, si on imagine une organisation qui a un siège, des agences et un data center, on pourrait très bien imaginer que la console de management est dans le data center à côté d'un scan engine et qu'après on vient positionner un scan engine dans une agence et un scan engine au siège. L'avantage de cette architecture un peu distribuée, c'est qu'en fait, quand on fait un scan, ça sollicite, ça utilise de la bande passante, ça va aussi solliciter les équipements intermédiaires. Donc l'idée de déporter le scan engine, c'est que le trafic de scan reste local au niveau du réseau qu'on a à scanner, et en fait, le management vient juste piloter le scan engine et le scan engine va renvoyer les résultats à la console de management. Donc là, au milieu, on peut très bien passer par un lien Internet. Donc en général, pareil, ces solutions de scan automatisé vont arriver avec des interfaces pour pouvoir discuter avec des produits tiers. D'accord ? Donc ça peut être par exemple, quand on trouve une vulnérabilité, on crée automatiquement un ticket dans notre outil de ticketing interne. On peut dire qu'aujourd'hui, on a une solution de gestion de parc. Donc quand il y a une nouvelle machine qui est créée, automatiquement, on va pousser l'information comme quoi une nouvelle machine vient d'arriver dans le réseau et qu'il faudrait la scanner et qu'elle appartient à tel administrateur. D'accord. Donc en général, les solutions vont arriver avec une interface pour discuter avec vos produits internes. Donc la partie scan, maintenant si on fait un focus sur la partie scan, comme on l'a fait tout à l'heure sur la partie du test intrusif. Donc généralement, il y a une première phase qui est une première phase où on va utiliser la base de données qui a été renseignée, donc les adresses IP, les réseaux et les domaines. L'outil va identifier pour vérifier si la machine elle répond ou si elle ne répond pas, donc si elle est up ou si elle est down. On peut aussi lui dire d'essayer de découvrir des nouvelles machines qui n'ont pas forcément été référencées, donc il peut aussi fonctionner en mode découverte. Donc il y a une première étape qui va être d'essayer d'identifier quel est le système d'exploitation et quels sont les services connus. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'en fait, c'est important pour le scanner d'identifier quel est le système d'exploitation, puisque quand on va éventuellement trouver des vulnérabilités sur un service, il va falloir savoir si les préconisations qu'on va donner, elles sont pour un service qui est hébergé sur une machine Windows ou sur une machine Linux. Donc pour que les recommandations ne soient pas trop erronées, on va essayer d'identifier les systèmes d'exploitation. De la même manière, on va identifier les systèmes d'exploitation, on va essayer d'identifier les versions pour éventuellement dire, le système qui est utilisé, c'est un Windows XP ou 2003, c'est un système obsolète, donc il faut prévoir une mise à jour. Donc l'idée, c'est essayer d'identifier de manière plus précisément possible.
le système d'exploitation utilisé. De la même manière, au niveau des services, essayer d'identifier les versions pour voir si on n'est pas sur une version vulnérable d'un service mail ou d'un service web. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur la partie connexion avec l'identifiant, on peut au niveau du scanner renseigner des identifiants pour que le scanner soit capable de venir vérifier quelle est la version des patchs qui sont déployés au niveau de la machine et remonter des anomalies sur le déploiement des patchs. Et donc, généralement, ces scanners-là réagissent sur des signatures connues. Par exemple, si jamais le scanner voit que vous avez une vieille version d'un service web ou d'un service SMTP, il va vous remonter que vous êtes vulnérable, mais il ne va pas aller essayer de trouver des nouvelles vulnérabilités qui ne seraient pas publiées. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez développé votre propre application, votre propre serveur d'application, ce genre le scanner automatisé ne va pas trouver des vulnérabilités. Alors que sur un test d'intrusion, un auditeur va essayer de creuser, de chercher des vulnérabilités et potentiellement va trouver des vulnérabilités qui ne sont pas encore publiées. Un scanner automatisé n'y arrivera pas. Donc ensuite, ce scanner automatisé, du fait qu'il réagisse à des signatures, il y a généralement tout un processus de souscription à des mises à jour de signatures, à des mises à jour de base d'exploits, pour qu'il soit le plus à jour possible et qu'il vous remonte le plus de vulnérabilités possible. Donc ensuite, comme je vous le disais, on va avoir la partie la plus importante qui est la partie rapport et scan. Les rapports de scan avec l'évaluation de la criticité, éventuellement des guides de correction et un temps qui peut être précisé. Et généralement, on va avoir un rapport de conformité par rapport au scan déroulé, un rapport de conformité qui va être daté, puisque c'est pareil, c'est une photo à un instant T. L'avantage du scan automatisé, c'est que vous pouvez avoir une photo toutes les semaines de votre niveau de sécurité de manière automatique en planifiant les scans. Donc en général, les outils de scan automatisé vont arriver avec plein de rapports prédéfinis qu'on peut éventuellement modifier. On va avoir le nombre de fois où cette vulnérabilité a été trouvée sur votre réseau, a été trouvée sur votre périmètre. On va éventuellement avoir le nombre de vulnérabilités disponibles et si vous appliquez les préconisations, à combien vous allez descendre. Et on va être sur des vulnérabilités génériques, c'est-à-dire que quand on va dire par exemple tel service est exposé, le rapport va jamais vous dire là il faudrait faire de la segmentation, là il faudrait faire il va pas vous préconiser des choses sur l'infrastructure, il va surtout vous préconiser d'installer des patchs ou de modifier des paramètres, mais il ne va pas vous préconiser d'ajouter des breaks ou de modifier une partie de votre architecture. Donc au niveau des modes de déploiement sur ces solutions de scan automatisé, généralement on va avoir le mode qui est entièrement en mode SaaS, donc là en général c'est pour tester le niveau de sécurité par rapport à une attaque externe, donc de dérouler un scan automatisé sur l'externe. On va avoir le modèle où la solution est entièrement installée chez vous, d'accord, donc à la fois la partie console et la partie scan engine. Et après on peut avoir le mode hybride où on va avoir d'un côté la console et de l'autre côté le scan engine, sachant que la console peut être éventuellement dans le cloud et le scan engine chez vous, d'accord. Mais on peut aussi avoir l'inverse, on peut imaginer qu'on a un client qui veut à la fois évaluer, tester, regarder la sécurité de son réseau interne, mais aussi avoir une vision externe, mais a un besoin de consolider l'ensemble des résultats depuis une console unique. Donc maintenant, on va attaquer le dernier point sur la partie simulateur d'attaque informatique. Donc généralement, ce type de test, on va le dérouler quand on n'a pas vraiment de contraintes de conformité. C'est-à-dire que là, sur ce type de test, on ne pourra pas avoir un rapport PCI DSS ou SOC ou un rapport de conformité. Il n'y a pas de formalisme au niveau du rapport de ligne, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un rapport qui décrit toute la méthodologie employée, les tests déroulés. Et généralement, on préconise ce type de test quand le client n'a jamais réalisé d'audit de sécurité et n'a pas vraiment de vision sur est-ce qu'il pense qu'il est vulnérable ou pas. Donc c'est le principe, c'est qu'en fait le paiement s'effectue uniquement si des vulnérabilités sont trouvées sur le périmètre, d'accord. Donc paiement de vulnérabilité uniquement en cas d'impact réel sur votre entreprise.
En fait, vous allez définir quels sont pour vous les risques, c'est-à-dire est-ce que pour moi, ce qui est dangereux, c'est qu'on récupère ma base client, est-ce que ce qui est dangereux pour moi, c'est qu'on efface mon site vitrine. Et en fait, vous paierez uniquement si l'auditeur parvient à valider ce point. Donc, Certillance propose ce type de prestation. On est sur cette partie signature d'attaque informatique, c'est des auditeurs qui sont aujourd'hui certifiés qui déroulent le test et qui sont aujourd'hui soumis à des chartes éthiques. Généralement, c'est une solution qui vous permet de goûter sans risque au test de sécurité. Donc si aujourd'hui vous estimez que vous ne craignez rien, c'est ce qui permet de lancer le test. Ok, on ne craignez rien, on va quand même faire un petit test. Et si jamais c'est effectivement le cas, ça ne vous coûtera rien. Donc c'est une approche qui est en 3 étapes. Comme je disais, on va d'abord définir le programme d'audit, après Certillance recherche des vulnérabilités, et vous avez accès à ces vulnérabilités. Donc on va définir quels sont les tests que vous souhaitez dérouler. Donc est-ce qu'aujourd'hui je suis un site de e-commerce et du coup ce qui est dangereux pour moi c'est la partie site internet, ou est-ce que je suis complètement fermé, donc du coup ma seule porte d'entrée c'est mon accès internet, d'accord. Et ensuite on va définir quelles sont les données sensibles pour moi. Est-ce que c'est la base client, est-ce que c'est l'effacement de mon site vitrine, l'effacement des données. Donc après on vérifie un certain nombre de choses en termes au niveau juridique, parce que comme sur toutes les prestations d'audit, il y a un mandat à signer. Donc là, de la même manière, il y a un mandat également à signer. Donc une fois qu'on a validé cette première étape, nos auditeurs en fait ont en permanence accès à l'ensemble des programmes qui sont en cours sur cette partie simulateur d'attaque et vont donc rechercher des vulnérabilités de la même manière qu'ils le feraient sur un test intrusif. La seule chose qui diffère, c'est que en termes de prestations, c'est généralement on va définir un temps max durant lequel on va rechercher des vulnérabilités, donc ça va être 12 mois, donc ça ne veut pas dire qu'une personne va chercher durant 12 mois des vulnérabilités, ça veut dire que pendant 12 mois, on s'autorise à rechercher des vulnérabilités sur votre périmètre. Dès qu'une vulnérabilité qui a été jugée critique pour vous est trouvée, donc le programme s'arrête et vous avez accès à la vulnérabilité qui a été trouvée, qui va vous décrire qu'est-ce qui a été trouvé et une preuve de ce qui a pu être récupéré. Donc là, c'est une maquette, un exemple du portail où on va définir quand est-ce que le programme démarre, qu'est-ce que le client identifie comme risque, le montant qu'il a alloué à cette recherche-là, donc là, ça concerne une seule vulnérabilité. Et ensuite, quelles sont là où les vulnérabilités qui ont été trouvées sur ce programme-là. Donc ensuite, comme je vous disais, il n'y a pas de préconisation personnalisée qui est faite. Donc après, ce qui est possible de proposer, c'est un accompagnement complémentaire pour venir vous proposer ou de faire un test plus complet sur le périmètre parce que du coup, ce petit test-là a permis de mettre en évidence qu'il y avait peut-être des grosses lacunes en termes de sécurité, ou éventuellement vous accompagner dans de la remédiation, dans de la correction, peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau de votre système d'information pour sécuriser tout ça. Donc je vous propose une petite synthèse et après on pourra venir aux questions. Donc là, on a repris les trois thèmes qu'on a présentés, la partie test d'intrusion, scan automatisé, simulateur d'attaque. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de résultats sur ce type de test de sécurité, dans un cas, on va avoir généralement une vision complète de notre niveau de sécurité, alors que sur la partie test intrusif, généralement, on va privilégier un périmètre. Alors, des fois, on va privilégier l'ensemble du périmètre, et dans la majorité des cas, on va cibler un site web, on va cibler une partie de l'hébergement, mais on ne va pas cibler l'ensemble des scénarios possibles. Le périmètre couvert, en général, il est dans un cas fortement lié au budget, parce qu'aujourd'hui, si jamais je m'octroie un certain budget pour faire un test de sécurité, je vais essayer de rentrer dans ce budget-là, donc je ne vais pas tester tout mon SI, alors que sur un scan automatisé, on va généralement cibler tout le SI. Sur un simulateur d'attaque, on va cibler plutôt une vulnérabilité. Donc s'il y a 10 vulnérabilités, on va en remonter qu'une seule, si on n'a pris qu'une seule part sur la partie scan simulateur d'attaque. La durée du test, généralement sur un test d'intrusion, on est entre
une ou plusieurs semaines, alors que sur un scan automatisé, le test va durer environ une journée. Et les fréquences, par contre, là, on va avoir des gros écarts, parce que généralement, sur un test d'intrusion, on va le démarrer au minimum annuellement, alors que sur un scan automatisé, on va pouvoir le démarrer de manière quotidienne ou peut-être mensuelle. La seule limitation sur la partie fréquence des scans, finalement, c'est la capacité de vos équipes à analyser les résultats et à mettre en œuvre les préconisations. Parce que si on démarre toutes les semaines, potentiellement, on va avoir des nouvelles vulnérabilités de type patchs qui ne sont pas installés ou des choses comme ça, qui vont être remontées toutes les semaines. Et donc, du coup, derrière, ça nécessite des journées d'administration et de patch. Sur la partie plan d'action et recommandations personnalisées, sur le test intrusif, c'est un humain qui réalise le test, donc on est sur quelque chose qui est complètement personnalisé. Là, on est sur quelque chose qui est plutôt générique, et là, dans le simulateur d'attaque, il n'y en a pas du tout. Du coup, la petite main, elle ne devrait pas être là. Faux positif, donc c'est le fait de vous remonter une vulnérabilité qui en fait n'est pas une vulnérabilité, d'accord, qui est une erreur d'interprétation. Dans le cadre d'un test d'intrusion, on n'en a pas, puisque c'est effectivement un humain qui valide ça. Alors sur un scan automatisé, on peut en avoir. Et de la même manière, sur le simulateur d'attaque, on ne peut en avoir. Sur la partie conformité, sur les deux premiers points, on peut effectivement avoir une validation par rapport à une conformité, comme je disais, PCI DSS, OAS ou SOC. Sur la partie simulateur d'attaque, on n'en a pas parce qu'on teste que partiellement le système d'information, on ne va pas le tester entièrement. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc là, vous avez nos différents contacts pour nous joindre si vous souhaitez la présentation ou si vous souhaitez des informations complémentaires. On a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les webinars qu'on réalise maintenant depuis pratiquement un an. Donc le prochain webinar, merci pour votre attention, le prochain webinar sera sûrement en septembre après l'été. J'espère que cette présentation vous a plu. On peut encore répondre à vos questions, on a un petit peu dépassé. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat. Comme ça, j'y répondrai de manière globale pour l'ensemble des participants. Merci pour votre attention. Bon, a priori, il n'y a pas de questions, donc on vous fera parvenir les slides. Et puis si vous avez des questions après la présentation, n'hésitez pas à nous joindre. Il y a nos mails sur la dernière slide. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.